Octobre 1942, General Motors Inland Division, Dayton, Ohio. George Hyde, un immigrant allemand de 52 ans, fixait des cahiers des charges qui semblaient impossibles. La mitraillette Thompson, l'arme emblématique de guerre des États-Unis, coûtait 200 $. L'unité plus de 10 000 $ en pouvoir d'achat actuel, soit plus de 4 mois de salaire, pour un GI typique. Avec des millions de soldats envoyés sur 2 théâtres d'opération, les chiffres étaient impitoyables. À ce prix, l'Amérique ne pouvait pas se permettre d'équiper son propre armée. La mission du colonel René Studler était claire, mais écrasante, concevoir une mitraillette qui tire comme une Thompson, mais coûte 90% de moins. 7 mois. C'est tout ce que Hyde avait, avant que les forces américaines ne déferlent sur la Sicile et l'Italie des opérations qui allaient nécessiter des armes qu'aucune usine ne pourrait produire assez vite. Le premier prototype de Hyde avait l'air prometteur, jusqu'à sa présentation à l'Aberdeen Proving Ground. On dirait quelque chose tombé d'une chaîne de montage d'une usine Buick, ricana un officier de l'ordonnance. Où est l'artisanat? Où est le Woodstock? L'armée avait demandé du bon marché, mais elle voulait quand même que ça ressemble à une vraie arme. Ce qu'ils reçurent à la place serait bientôt qualifié de plus laide arme de l'histoire américaine. Mais dans la boue d'Italie et l'enfer glacé de la Corée, les soldats découvriraient une vérité dévastatrice sur le rapport entre beauté et survie. Le matin du 15 octobre 1942, George Hyde était penché sur sa table à dessin dans l'atelier d'ingénierie éclairé au fluorescent de la General Motors Inland Division à Dayton, Ohio. À 52 ans, l'immigrant né en Allemagne avait passé 2 décennies à concevoir des armes à feu, mais rien ne l'avait préparé à la chemise cartonnée que le colonel René Studler avait déposée devant lui 3 jours plus tôt. Les spécifications ressemblaient à une impossibilité mathématique enveloppée de jargon bureaucratique. La Thompson 9028 AC1, l'arme devenue synonyme de la puissance de feu américaine des rues de Chicago aux plages du canal de Guadal, portait un prix qui faisait frémir les comptables du Pentagone 200 $, l'unité en 1939. Hyde avait refait les calculs à plusieurs reprises, espérant que son crayon avait glissé quelque part. 10 500 $ en pouvoir d'achat moderne. Plus de 4 mois de solde de base pour un Private First Class. La Thompson M1 simplifiée, lancée en production après Pearl Harbor, coûtait encore 70 $. À peine une amélioration au regard de l'échelle d'une guerre mondiale. L'arithmétique ne pardonnait pas. L'Amérique devait armer des millions d'hommes pour des campagnes simultanées en Europe et dans le Pacifique. À 200 $, la pièce équipée seulement 1 million de soldats coûterait 200 millions de $, près de 10% du budget de défense total, sans compter les munitions, l'entraînement et la logistique. Le département du Trésor avait clairement exprimé sa position. La Thompson se mettait hors de portée des arsenaux américains. La mission que Studler avait confiée brûlait dans l'esprit de Hyde comme un défi lancé aux lois de la physique. Concevoir une mitraillette qui performe comme une Thompson, mais coûte 90% de moins. Construction entièrement métallique. Munitions calibre .45, ACP, cadence cyclique, inférieure à 500 coups par minute, précision de 90% à 50 yards, c'est-à-dire que 9 tirs sur 10 devaient tomber quelque part dans une zone cible de 6 classes 6 pieds. Surtout l'arme devait être fabriquée en utilisant des techniques de production automobile avec un minimum d'usinage exigence qui faisait rire les fabricants d'armes traditionnelles et rendait nerveux les ingénieurs automobiles. Le calendrier était encore plus impitoyable que les spécifications 7 mois. Hyde disposait exactement de 30 semaines avant que les forces américaines ne nécessitent des quantités massives de mitraillettes pour les invasions prévues de la Sicile et de l'Italie. Les rapports de renseignement laissaient entendre que les défenseurs allemands et italiens préparaient des positions fortifiées qui exigeraient des combats abondants au corps à corps.
Chaque jour où les usines américaines ne pouvaient produire en quantité suffisante des mitraillettes abordables était un jour de plus où les GI risquaient d'affronter des positions ennemies armées d'armes chères qui existaient davantage dans les bureaux d'achat que dans les mains des soldats. L'instinct initial de Hyde fut de tirer parti de l'expérience récente de son équipe en fabrication non conventionnelle. General Motors Inland Division venait d'achever l'un des défis de production les plus audacieux de la guerre. La fabrication d'1 million de pistolets Liberator à coût unique pour les résistants européens. Ces armes grossières mais fonctionnelles avaient été entièrement construites à partir de pièces estampées en métal, en utilisant des presses automobiles et des techniques de soudure par points. Si l'on pouvait produire en masse des pistolets comme des pièces d'automobile, peut-être les mêmes principes pouvaient-ils s'appliquer aux mitraillettes. Le prototype initial, désigné T-15, sortit de la planche à dessin de Hyde comme une rupture radicale avec la construction traditionnelle des armes. Là où la Thompson présentait de l'acier usiné, soigneusement, et du noyer poli, le T-15 consistait en feuilles d'acier estampées et soudées, formées en un ensemble fonctionnel, mais résolument utilitaire. Une crosse filaire coulissante se télescopait de 29 8-in à 22 8-in. Le récepteur ressemblait à deux ailes de voiture soudées ensemble, ce qu'il était fonctionnellement. Les premiers essais sur le stand d'essai de JM montrèrent des signes encourageants. Le T-15 tiré avec précision fonctionnait de façon régulière et pouvait être démonté pour le nettoyage en moins de 30 secondes. Surtout, l'estimation de coût préliminaire indiquait un prix de fabrication inférieur à 25 $. L'unité soit précisément la réduction de 90% exigée par Stler. Hyde s'accorda un instant d'optimisme prudent avant la présentation officielle au site d'essai d'Aberdeen. Le trajet jusqu'à Aberdeen, en novembre, pesait du poids de la capacité industrielle américaine. Hyde comprenait que son prototype incarnait plus que des économies, il posait une question fondamentale sur l'identité militaire américaine. L'armée choisirait-elle l'efficacité radicale ou le conservatisme institutionnel? Exigerait-il que les armes conservent l'apparence des instruments de guerre traditionnels, quelles que soient les considérations pratiques? La réponse fut rapide et brutale. Les officiers de l'ordonnance d'Aberdeen manipulèrent le T-15 avec un mépris à peine dissimulé, leurs expressions passant de la curiosité à la déception, puis au rejet pur et simple. On dirait quelque chose tombé d'une chaîne de montage d'une usine Bowick, remarqua le major William Harrison, évaluateur en chef des armes légères d'Aberdeen. Où est l'artisanat? Où est le Woodstock? Cet engin ressemble plus à un outil de garage qu'à une arme de guerre. Le biais institutionnel allait bien au-delà de l'esthétique. Depuis des décennies, la culture militaire américaine associait la qualité d'une arme à un certain artisanat acier, usiné, bois ajusté, surface polie, témoignant d'un travail manuel soigné. Le profil distinctif de la Thompson, son chargeur tambour et l'attention méticuleuse de la Thompson Auto Ordnance Company étaient devenus indissociables de l'identité militaire américaine. Les officiers qui avaient porté des Thompson dans les tranchées de France durant la Grande Guerre considéraient la création en métal estampé de Hyde comme une insulte à la tradition militaire. Hyde vit des mois de travail balayés en quelques minutes de manipulation péremptoire. L'armée avait explicitement demandé une fabrication à bas coût, mais sa réaction révélait la contradiction au cœur des achats militaires. On voulait réduire les coûts sans compromettre l'apparence. Les performances du T-15 satisfaisaient toutes les spécifications, mais son apparence violait des présupposés inavoués sur ce à quoi devaient ressembler les armes américaines. Le retour à Dayton se déroula sous une froide nuit de novembre, chargé de rapports venant d'Afrique du Nord, évoquant des problèmes de fiabilité de la Thompson dans le sable du désert et l'humidité de la jungle. L'ironie ajoutait à la déception, la belle arme montrait déjà des faiblesses quand cela comptait,
tandis que les hauts gradés restaient obnubilés par la préservation de l'héritage esthétique. Chaque jour où les lignes de production peinaient à atteindre les quotas de Thompson était un jour de plus où les soldats américains risquaient de manquer d'armes de combat rapprochées. En apercevant la General Motors Inland Division sous les réverbères de Dayton Hyde, se trouva devant un choix qui définirait à la fois son héritage et la doctrine américaine des armes légères, retravailler son arme pour satisfaire les traditionalistes militaires ou donner aux soldats américains ce dont ils avaient un besoin pour survivre quelles que soient les préférences institutionnelles. La beauté de la Thompson la condamnait autant que le feu ennemi, et Hyde tenait le plan de remplacement laid, mais efficace. De retour à sa table à dessin, Hyde eut une intuition radicale qui allait remodeler la doctrine des armes légères américaines et si la laideur était en réalité un avantage. Le rejet d'Aberdeen avait blessé, mais il avait aussi cristallisé une vérité fondamentale que l'esprit d'ingénieur de Hyde pouvait exploiter. Les préjugés esthétiques de l'armée leur ôtaient la capacité de voir la supériorité fonctionnelle. S'il ne pouvait pas rendre son arme traditionnelle, il la rendrait si remarquablement efficace que l'apparence deviendrait secondaire. Travaillant aux côtés de Frederick Sampson, ingénieur en chef de General Motors et maître de la production automobile de Mass Hyde, entreprit une déconstruction méthodique de tout ce que l'armée tenait pour essentiel dans la conception d'une mitraillette. Sampson apportait 3 décennies d'expérience pour transformer l'acier brut en composants automobiles fiables et comprenait viscéralement que l'élégance en fabrication consistait à éliminer tout ce qui n'apportait pas de contribution directe à la fonction. Là où les fabricants d'armes traditionnelles voyaient de l'artisanat, Samson voyait de l'inefficacité. Le nouveau prototype désigné T20 émergea de leur collaboration comme un départ encore plus radical par rapport aux conventions militaires. Hyde supprima tous les éléments existant uniquement pour l'apparence, ne retenant que les composants qui amélioraient directement l'efficacité sur le champ de bataille. Le récepteur ressemblait à 2 demi-coques d'acier emboutis de carrosserie soudées ensemble, ce qu'il était fonctionnellement. Les premiers essais montrèrent que le T15, tiré avec précision, fonctionnait de façon fiable et pouvait être démonté pour le nettoyage en moins de 30 secondes. Surtout, l'estimation de coût indiquait un prix de fabrication inférieur à 25 $. L'unité soit la réduction de 90% exigée par Stoller. Le résultat avait l'air grossier selon les critères traditionnels, mais il représentait un chef-d'œuvre d'ingénierie fonctionnelle qui allait bientôt mériter le surnom qui définira son héritage, la Grace Gun, d'après l'outil automobile courant auquel il ressemblait. Le dessin du récepteur incarnait la révolution de pensée de Hyde. Plutôt que d'usiner un bloc d'acier massif comme la Thompson approche, qui exigeait des machinistes qualifiés et des équipements coûteux, le T20 utilisait 2 demi-coques d'acier embouties soudées sur leurs joints. Chaque moitié de récepteur pouvait être estampée à partir d'une tôle en quelques secondes à l'aide des presses automobiles existantes. Le procédé de soudure, perfectionné pour la construction de carrosseries, créait des assemblages plus solides que les méthodes traditionnelles tout en éliminant des heures d'ajustage et de finition minutieux. Le coût total de fabrication de l'ensemble récepteur était de 2,50 $ contre 15 $ pour l'équivalent usiné de la Thompson. La crosse représenta un autre triomphe de la fonction sur la forme. Là où la Thompson présentait du noyer soigneusement ajusté, nécessitant du bois d'expérience, un usinage précis et une finition manuelle, le T20 utilisait une armature filaire télescopique qui se rétractait de 29 8 in à 22 8 in. Ce design éliminait le besoin de matériaux coûteux, tout en offrant une portabilité supérieure pour les équipages de blindés et les parachutistes ayant besoin d'armes compactes dans des espaces confinés. Coût de fabrication, 0, 30 $. L'unité contre 8 $ pour la crosse en bois de la Thompson.
L'innovation la plus controversée de Hyde fut le système de sécurité par couvercle anti-poussière, qui remplaçait les sécurités mécaniques complexes de la Thompson. Par une élégante simplicité, ouvrir le couvercle pour tirer le fermeur pour mettre en sûreté. Le mécanisme protégeait les organes internes de l'arme, tout en offrant une opération inratable qui ne pouvait être désengagée accidentellement sous le stress. Les officiers de l'ordonnance y virent une simplification grossière. Mais Hyde savait que l'efficacité au combat primait sur la sophistication mécanique. La conception de la masse mobile révélait la compréhension la plus profonde de Hyde des exigences du combat d'infanterie. La lourde masse mobile du T-20 fonctionnait à une cadence de 450 coups par minute, contre plus de 700 coups pour la Thompson. Les traditionalistes militaires interprétaient cela comme une performance inférieure. Mais Hyde avait étudié les rapports d'après-action d'Afrique du Nord et du Pacifique, qui mettaient en lumière une vérité cruciale: des cadences plus faibles signifiaient une meilleure conservation des munitions et une maniabilité supérieure lors des tirs soutenus. Les soldats américains gaspillaient en T des munitions avec la Thompson à cause d'une cadence excessive, rendant le tir précis presque impossible. Le mécanisme enfermé représentait peut-être l'innovation la plus prévoyante de Hyde. Contrairement au mécanisme exposé de la Thompson, la culasse et les ressorts du T-20 restaient complètement enfermés à l'intérieur du récepteur. La saleté, la boue, le sable et l'humidité, ennemis constants des soldats d'infanterie, ne pouvaient pénétrer l'action pour provoquer des enrayements. Ce seul choix de conception s'avéra décisif dans des environnements allant des cols montagneux italiens aux jungles du Pacifique. Quand l'Aberdeen Proving Ground testa le T-20 en décembre 1942, les données de performance racontèrent une histoire sans équivoque qui transcendait les préjugés esthétiques. Dans des essais de boue conçus pour simuler les conditions de combat d'infanterie, la Thompson s'enrayait constamment, après 50 coups nécessitant un nettoyage sur le champ pour retrouver son fonctionnement. Le T-20 tira 200 coups sans une seule interruption, son mécanisme enfermé se révélant imperméable aux conditions qui faisaient échouer les conceptions traditionnelles. Les essais au sable révélèrent des différences de performance encore plus dramatiques. La Thompson nécessitait un nettoyage toutes les 100 cartouches, en conditions désertiques, simulées correspondant précisément au rapport de terrain des campagnes d'Afrique du Nord, où les forces américaines rencontrèrent des problèmes de fiabilité des armes dans des environnements hostiles. Le T-20 continua de tirer pendant 500 coups sans entretien. Son mécanisme simple à recul libre et son action enfermée se montrèrent supérieurs au système plus complexe, mais vulnérable de la Thompson. Les essais en conditions de froid apportèrent à la dernière vindication de l'approche de Hyde. À des températures simulant l'hiver européen, les multiples ressorts et l'action complexe de la Thompson commencèrent à céder à mesure que les lubrifiants s'épaississaient et que les métaux se contractaient. Le T-20, avec moins de pièces mobiles et un mécanisme simplifié, continua de fonctionner de manière fiable, préfigurant son succès ultérieur lors de la bataille des Ardennes. Les statistiques de fiabilité furent accablantes. Dans des tests complets couvrant toutes les conditions environnementales, le T-20 atteignit un taux de fonctionnement de 99,7% contre 86,3% pour la Thompson dans des conditions identiques. L'arme LED n'était pas seulement moins chère, elle s'est révélée objectivement plus fiable, quand la vie des soldats américains dépendait du fonctionnement d'une arme. La veille de Noël 1942, le département de l'ordonnance recommanda officiellement l'adoption du T-20 de Hyde comme mitraillette des États-Unis, calibre .45 M3. Le tableau final des coûts justifia chaque aspect de l'approche radicale de Hyde 18, $36 pour l'arme, plus 2, $58 pour l'ensemble culasse coût total de fabrication, $20,94,
moins de la moitié du prix de la Thompson simplifiée, tout en démontrant une fiabilité supérieure sur tous les critères de performance. La recommandation représentait plus que des économies, elle marquait un changement fondamental dans la pensée militaire américaine du traditionnalisme esthétique vers le pragmatisme fonctionnel. L'arme LED de Hyde avait prouvé que l'efficacité et non l'élégance devaient déterminer le choix des armes. Restait la question de savoir si les soldats américains accepteraient une arme qui ressemblait à un outil automobile, mais fonctionnait comme la mitraillette la plus fiable de l'histoire. La Guidelamp Division de General Motors à Anderson, Indiana, avait passé la décennie précédente à perfectionner la fabrication d'éclairages automobiles. Leur atelier bourdonnait du balai précis de la production de masse automobile. Dès janvier 1943, ce même atelier connut la transformation industrielle la plus spectaculaire de l'histoire de l'entreprise, en retaulant les lignes d'assemblage pour produire des armes de guerre. La transition de l'éclairage vers l'armement démontra que l'ingéniosité manufacturière américaine pouvait s'adapter à une vitesse stupéfiante quand la survie nationale était en jeu. Le design du M3 incarnait une révolution de fabrication qui validait tous les principes que Frederick Sampson avait appris pendant 3 décennies de production automobile. Là où la Thompson nécessitait 21 pièces usinées, exigeant des artisans qualifiés et des machines de précision coûteuses, le M3 n'avait besoin que de 3 composants usinés. Tous les autres éléments pouvaient être estampés, pressés, soudés ou formés en utilisant les outils et techniques automobiles existants. Le récepteur employait les mêmes méthodes de soudure, par points utilisées pour les carrosseries, créant des assemblages plus solides et plus constants que les techniques traditionnelles d'armurerie, tout en éliminant des heures d'ajustage manuel et de finition. La conception du chargeur illustrait la philosophie manufacturière de l'arme. Les chargeurs de Thompson exigeaient un usinage soigné des tolérances précises et un assemblage expert qui rendait chaque unité coûteuse et longue à produire. Le chargeur du M3 était formé à partir de tôle, grâce aux presses existantes. Ses dimensions contrôlées par les matrices d'estampage plutôt que par la dextérité d'un artisan. Les lèvres d'alimentation qui guidèrent les cartouches dans la chambre étaient informées lors de l'opération d'estampage, éliminant le limage manuel requis par les chargeurs Thompson. Le temps de fabrication par chargeur passa de 45 minutes à moins de 3 minutes. Même les organes de visée témoignaient d'une pensée révolutionnaire adaptée à la production de masse. Les mires de la Thompson demandaient usinage-réglage minutieux et mise au point individuel à l'assemblage. Le M3 utilisait de simples organes de visée en tôle estampée percée à la cote finale lors des essais de tir, permettant à chaque arme d'être zéroée rapidement et précisément, sans ajustement coûteux et individuel. Une hausse percée et un guidon estampé, grossier en apparence, mais supérieur en pratique par rapport à des dispositifs plus élaborés, exigeant réglage et maintenance fréquents. Les statistiques de production sorties d'Anderson défièrent toutes les hypothèses sur la fabrication d'armes. Guidelamp pouvait produire 1000 mitraillettes M3 par jour contre 50 Thompsons, issus d'ateliers d'armurerie traditionnels. Le temps de conversion pour passer de la production de phares à celle de mitraillettes était de 30 minutes exactement, démontrant la flexibilité des outillages de type automobile. Le temps de formation des ouvriers passa de 6 mois pour la production de Thompsons à 2 semaines pour l'assemblage du M3, les ouvriers automobiles maîtrisant déjà l'estampage, la soudure et les techniques de chaîne d'assemblage. L'utilisation des matériaux représentait un autre triomphe d'ingénierie efficace. Chaque M3 nécessitait 3002 livres d'acier, contre 8002 livres pour une Thompson, un facteur crucial, alors que l'Amérique construisait simultanément la plus grande marine, la plus grande armée de l'air et une armée mécanisée. Cette réduction de matière ne résultait pas d'une construction plus faible, mais d'un ingénieux épurement structurel.
éliminant les forces redondantes tout en préservant l'intégrité fonctionnelle. L'analyse des contraintes montrait que le récepteur estampé du M3 était en fait plus résistant que l'équivalent usiné de la Thompson dans les zones critiques, tout en étant nettement plus léger. Le premier M3, la fameuse Grace Gun, sortit de la chaîne d'assemblage d'Anderson le 7 mai 1943, exactement 7 mois et 3 semaines après la mission initiale confiée à Hyde. L'arme représentait une justification éclatante de la capacité industrielle américaine, dépassant de loin la simple question des économies de coûts. Frederick Sampson regarda la première M3 sortir de la chaîne avec la satisfaction d'un ingénieur ayant prouvé que les techniques automobiles pouvaient produire du matériel militaire supérieur aux méthodes traditionnelles tout en coûtant une fraction de leur prix. Mais la révolution industrielle allait bientôt se heurter à l'objet immuable qu'était la culture militaire. Lorsque les premiers lots de mitraillettes M3 arrivèrent dans les camps d'entraînement durant l'été 1943, l'accueil fut glacial, aussi bien chez les soldats que chez les officiers, tous imprégnés de décennies d'idées reçues sur ce à quoi devait ressembler une véritable arme militaire. Le contraste avec la Thompson était saisissant, là où les soldats s'attendaient à du bois poli et de l'acier usiné. Ils reçurent du métal embouti et des soudures par points qui semblaient grossières en comparaison. Le sergent d'état-major William Morrison de l'école d'infanterie de Fort Benning résuma bien la réaction générale dans son rapport d'instruction. Elle paraît bon marché dans la main. On dirait quelque chose qu'on trouverait dans un garage, pas dans un arsenal. Les gars l'appellent la Grease Gun, et ce n'est pas un compliment. Le surnom resta reflétant à la fois l'apparence utilitaire de l'arme et le scepticisme des troupes qui associaient la qualité à l'artisanat traditionnel. L'état-major partageait les inquiétudes esthétiques de ses subordonnés, tout en nourrissant des doutes plus profonds sur le remplacement d'une arme emblématique, parce qu'il paraissait être un produit de fabrication de masse. Le colonel James Harrison, chef de l'instruction sur les armes légères à l'école d'infanterie, exprima ce sentiment dans son rapport au département de la guerre. Le M3 peut fonctionner correctement, mais il ne suscite pas la confiance de nos soldats. L'efficacité militaire ne dépend pas seulement du fonctionnement mécanique, mais de la foi du combattant en son arme. Cette substitution en métal embouti sape cet élément psychologique essentiel. Les critiques dépassèrent l'apparence pour viser les caractéristiques de performance, reflet des différences fondamentales de philosophie de conception. Le rythme de tir du M3, 450 coups par minute, était constamment jugé trop lent par rapport aux plus de 700 de la Thompson, malgré le choix délibéré de Hyde, visant à améliorer la maniabilité et à économiser les munitions. La crosse métallique télescopique fut qualifiée de fragile, bien qu'elle fût plus légère et plus compacte que les modèles en bois. Le mécanisme de sécurité simple fut traité de rudimentaire, bien qu'il fût plus fiable et intuitif que les systèmes mécaniques complexes. Les instructeurs se plaignaient que les soldats nécessitaient une formation supplémentaire pour surmonter leur méfiance initiale envers la conception non conventionnelle du M3. Les rapports de tir indiquaient pourtant que les troupes tiraient plus précisément avec le M3 grâce à sa meilleure stabilité. Mais beaucoup attribuaient cette amélioration à d'autres facteurs, refusant d'admettre les avantages intrinsèques de l'arme. La barrière psychologique, créée par l'apparence du M3, se révélait plus difficile à surmonter que les défis techniques que Hyde avait résolus par l'ingénierie. La résistance institutionnelle atteignit son paroxysme lorsque plusieurs officiers supérieurs demandèrent officiellement la reprise de la production de la Thompson afin de préserver les standards militaires américains. Leurs arguments invoquèrent le moral des troupes, le prestige de l'arme et les facteurs intangibles contribuant à l'efficacité militaire au-delà de la simple mécanique. L'arme laide, qui avait résolu la crise de production américaine, faisait face au rejet de l'institution même pour laquelle elle avait été conçue,
créant une crise de confiance qui menaçait de saper tout le programme, alors que les forces américaines se préparaient aux plus vastes opérations amphibies de l'histoire. La réhabilitation du M3 ne vint pas dans les camps d'entraînement, mais dans le creuset impitoyable du combat, où les préjugés esthétiques s'évaporaient sous la pression vitale de la fonctionnalité. Vers la mi-1944, les forces américaines découvrirent que l'arme LED de Hyde possédait des qualités qu'aucun artisanat traditionnel ne pouvait reproduire les conditions du champ de bataille, séparant brutalement la performance théorique de l'efficacité réelle. Les équipages de chars furent les premiers à adopter le design révolutionnaire du M3, leur enthousiasme né de leur expérience intime des compartiments exigus où chaque centimètre comptait. Les 32 pouces de longueur de la Thompson, crosse déployée, rendaient tout mouvement difficile à l'intérieur des chars Sherman et Stuart, surtout quand il fallait riposter à l'infanterie ennemie dans les combats urbains rapprochés. Le M3 long de 29,8 pouces, crosse déployée, offrait des avantages cruciaux dans les espaces confinés, tandis que sa capacité à se replier à 22,8 pouces facilitait grandement le stockage et le déploiement rapide. Le sergent-chef Robert Hayes, commandant un char M4 Sherman pendant la campagne d'Italie, décrivit clairement ces différences pratiques dans son rapport d'après-combat autour du Monte Battaglia. Essayer de manœuvrer une Thompson dans une tourelle quand l'infanterie allemande s'approche. La Grace Gun passe là où la Tommy ne peut pas. Hier, j'ai dû engager des soldats allemands à bout portant. La M3 m'a permis de mettre mon arme en position et de tirer pendant que mon chargeur se battait encore avec sa Thompson. L'écart de poids fut tout aussi significatif lors des opérations prolongées, avec 8 livres contre plus de 10 livres pour la Thompson. La M3 réduisait la fatigue durant les longues patrouilles et les engagements étendus. Les parachutistes, qui portaient chaque once d'équipement sur leur dos, comprirent vite qu'un gain de 2 livres par arme représentait à l'échelle d'une unité entière un avantage tactique considérable. Le rapport officiel de le 98e Airborne pour l'opération Market Garden nota que les escouades équipées de M3 pouvaient transporter davantage de munitions et de fournitures médicales que celles dotées de Thompsons. Mais c'est dans le théâtre du Pacifique que la M3 connut sa validation la plus éclatante, là où les conditions environnementales rendaient inopérantes les armes traditionnelles et révélaient la supériorité du design de Hyde. L'humidité étouffante et constante de la Nouvelle-Guinée transformait l'entretien des armes en cauchemar. Les unités armées de Thompsons devaient nettoyer quotidiennement leurs armes pour éviter corrosion et enraillement, un luxe rarement possible dans la jungle où le contact avec les forces japonaises pouvait survenir à tout moment. Le journal de combat du caporal des Marines, Anthony Ricci, à Bougainville, en rendit compte avec une franchise saisissante. Deuxième jour, la Thompson s'enraye toutes les quelques rafales. L'humidité pénètre partout ici. J'ai ramassé une Grace Gun sur un GI blessé, elle tirait quoi que je lui fasse subir. 3 semaines, 800 coups. Jamais nettoyé, jamais enrayé, même après l'avoir laissé tomber dans un ruisseau pendant une patrouille de nuit. Le mécanisme fermé que les officiers d'Aberdeen avaient jugé grossier s'avéra décisif, là où les conceptions traditionnelles échouaient systématiquement. Les ressorts et la culasse de la M3 demeuraient entièrement protégés contre l'humidité, la boue et les débris, alors que ceux-ci pénétraient les mécanismes des Thompsons, malgré un entretien rigoureux. Les rapports d'opération dans le Pacifique indiquaient des taux de fiabilité supérieurs à 95% pour la M3 contre moins de 70% pour la Thompson durant les campagnes prolongées en jungle. La validation européenne survint durant l'hiver brutal de 1944-45, lorsque la bataille des Ardennes mit les armes américaines à l'épreuve du froid extrême, révélant les différences fondamentales entre conception traditionnelle et innovation. Les températures négatives, qui gelaient complètement les mécanismes des Thompsons, les rendaient inutilisables au moment critique des attaques surprises allemandes. Le soldat de première classe, Michael Sullivan, 2e division d'infanterie, écrivit à sa famille
23 décembre, température à 15. Les Allemands ont attaqué avant l'aube. La Thompson de Johnson a gelé net. Impossible même de tirer la culasse. Ma Grease Gun claquait comme en été en Géorgie. Cette arme laide a sauvé notre escouade ce matin-là. Le mécanisme simple à culasse non calée du M3 et son faible nombre de pièces mobiles se révélèrent supérieurs dans des conditions extrêmes. Là où la Thompson plus complexe dépendait de tolérances précises, que le froid altérait la M3 avec sa conception robuste et simplifiée, continuait à fonctionner sans faillir. La culasse lourde que les critiques jugeaient lente offrait au contraire une meilleure performance en conditions polaires, son inertie assurant le cycle de tir lorsque les systèmes plus légers échouaient. Les rapports de renseignement allemands capturés pendant l'offensive des Ardennes identifiaient spécifiquement les unités américaines équipées de M3 comme cibles prioritaires, reconnaissant leur efficacité redoutable dans les combats rapprochés d'hiver. Les rapports d'après-combat de la Wehrmacht notaient « La Grease Gun américaine est la plus dangereuse lors du nettoyage des bunkers. Simple, fiable. Toujours fonctionnelle même dans le froid extrême quand les autres armes échouent. » La transformation psychologique des troupes américaines suivit la même trajectoire que la réhabilitation tactique de l'arme. Le scepticisme initial fit place à un respect croissant à mesure que les soldats découvraient que l'apparence sans éclat de la M3 dissimulait une supériorité incontestable sur le champ de bataille. Le surnom « Grease Gun » évolua de la moquerie à l'affection, à mesure que les troupes apprenaient à faire confiance à la philosophie de conception révolutionnaire de Hyde. Le sergent technicien David Chen, vétéran des campagnes d'Italie et de France, résuma ce changement d'attitude dans l'historique de son unité. On a commencé à l'appeler Grease Gun pour se moquer. On aurait dit un outil de garage, pas une arme d'arsenal. Mais après 6 mois de combat, cet outil de garage a ramené plus d'entre nous à la maison que n'importe quelle belle arme. La fonction avant la forme, c'est ça qui te garde en vie. Mais alors que l'épreuve de terrain confirmait la supériorité de la M3 au combat, une catastrophe frappa le programme d'une direction inattendue. Au début de 1945, des problèmes de contrôle qualité apparurent. L'expansion rapide de la production compromettait les standards de fabrication qui avaient fait la fiabilité de l'arme. Certaines M3 souffrirent de ressorts de recul, trop faibles, provoquant des incidents d'alimentation. D'autres voyaient leur culasse se briser après un usage prolongé. Les critiques hostiles au programme, depuis le début, s'emparèrent de ces défaillances comme preuve de leurs préjugés esthétiques et institutionnels. La crise menaçait de détruire tout ce que Hyde avait accompli grâce à son génie d'ingénieur et aux validations du champ de bataille. Des ordres furent donnés pour suspendre la production du M3 et relancer celle de la Thompson. Malgré les preuves accablantes de la supériorité du nouveau modèle, l'arme révolutionnaire de Hyde risquait d'être abandonnée au moment même où son efficacité devenait indéniable, créant une crise bureaucratique qui déterminerait si la doctrine américaine des armes légères allait embrasser l'innovation fonctionnelle ou régresser vers le traditionnalisme privilégiant l'apparence à l'efficacité. La nouvelle qui parvint au bureau de Hyde à Dayton en février 1945 portait une ironie dévastatrice, résumant toute la saga du M3. La dernière mitraillette Thompson venait de quitter la chaîne de production de Savage Arms, mettant fin à la fabrication de l'arme la plus emblématique d'Amérique, non par obsolescence, mais par impossibilité économique. Après 1,5 million d'unités, la belle arme s'était vendue hors de prix, victime des mêmes pressions financières qui avaient conduit à la conception révolutionnaire de Hyde. La disparition de la Thompson créa un vide que seule la M3 pouvait combler. Mais les problèmes de qualité menaçaient de ruiner le programme, au moment même où son existence devenait indispensable.
Hyde et Frederick Sampson travaillèrent avec une rigueur méthodique pour identifier et corriger les défauts de production que les opposants exploitaient pour discréditer le projet. L'enquête révéla que l'expansion précipitée des usines avait compromis les spécifications d'acier et les tensions de ressort essentielles à la fiabilité de l'arme. La solution appliqua la même philosophie d'ingénierie qui avait engendré la M3, une simplicité élégante pour résoudre des problèmes complexes. De meilleurs aciers éliminèrent les ruptures de culasse, tandis que des ressorts mieux calibrés mirent fin aux incidents d'alimentation. La version améliorée M301, introduite en décembre 1944, répondit à toutes les critiques légitimes, tout en conservant les avantages de coût et de production de masse. Le changement le plus visible fut le remplacement de la poignée d'armement fragile par un simple trou dans la culasse, supprimant la pièce la plus sujette aux dommages sur le terrain. Une hausse arrière renforcée améliora la précision, sans compromettre la fabrication, selon les techniques automobiles. Surtout des protocoles rigoureux de contrôle qualité supprimèrent les variations de production responsables des problèmes de fiabilité dans certains lots. À la fin de la guerre, la justification statistique de l'approche de Hyde était écrasante. La production totale du M3 atteignit 666 694 unités, générant plus de 150 millions de dollars d'économies par rapport à une production équivalente de Thompsons. Le taux de fiabilité final s'éleva à 99,7%, dépassant les prévisions les plus optimistes de Hyde. L'arme autrefois jugée grossière et peu fiable s'était révélée plus fiable que toute autre mitraillette de l'histoire américaine. Mais la validation ultime du M3 vint pendant la guerre de Corée, où les conditions glaciales mirent en échec la plupart des armes révélant la supériorité fondamentale de la philosophie de conception de Hyde. Ce conflit offrit l'examen final du débat entre la forme et la fonction. Le froid extrême effaça toute considération esthétique pour ne laisser place qu'à l'efficacité mécanique pure. Le soldat Bob Shine de la 2e division d'infanterie fit l'expérience de cette supériorité hivernale durant la retraite de Séoul, en janvier 1951. Son unité affrontait les forces chinoises dans un froid polaire, où la fiabilité des armes faisait la différence entre la vie et la mort. Il écrivit « Je détestais cette arme quand on me l'a donnée à Fort Lewis. Ça avait l'air d'une épave comparé au Thompson que les gars portaient dans les films. Mais quand on a pris ses positions chinoises à Wonju, ma Grease Gun a tiré chaque cartouche. Le type à côté de moi, avec une Thompson, était enrayé au bout de 10 tirs. Cette arme laide m'a ramené à la maison », se souvenait plus tard Shine. Les rapports d'après-combat de l'armée populaire de volontaires de Chine, saisis lors de l'offensive du printemps, ciblaient spécifiquement les soldats américains équipés de M3, reconnaissant leur efficacité dans les combats rapprochés qui ont caractérisé une grande partie du conflit coréen. Les évaluations du renseignement communiste soulignaient la fiabilité de l'arme, dans des conditions qui mettaient hors d'usage d'autres armes légères, identifiant les unités dotées de M3 comme des menaces prioritaires lors des assauts d'infanterie. La transformation de l'opinion militaire américaine accompagna la justification de l'arme au combat. Ce qui avait commencé comme une moquerie institutionnelle évolua en respect professionnel à mesure que les officiers qui critiquaient d'abord l'apparence de la M3 apprirent à apprécier son efficacité sur le champ de bataille. En 1953, même les voix militaires les plus traditionnalistes admirent que l'arme LED de Hyde s'était révélée plus fiable que la belle Thompson qu'elle avait remplacée. Le principe posé par Hyde, grâce à son excellence d'ingénierie, devint une doctrine qui influença les achats militaires américains pendant des décennies. La fonction prime sur la forme. Un suffisamment bon, bien conçu, l'emporte sur le parfait, mal conçu. L'efficacité, et non l'élégance, déterminent le choix d'une arme. Ces concepts révolutionnaires, quand Hyde les proposa, devinrent une sagesse admise, guidant tout du développement des armes légères au grand système d'armement.
George Hyde mourut en 1963, sa conception révolutionnaire, toujours en service dans l'armée américaine, ayant survécu aux critiques qu'il avait rejetées et aux préjugés esthétiques qui s'y étaient opposés au départ. La M3 servit en Corée au Vietnam et au-delà, accumulant un bilan opérationnel qui confirma chaque aspect de la philosophie de conception de Hyde, tout en démontrant la valeur durable du pragmatisme d'ingénierie face au traditionnalisme institutionnel. L'héritage de cette arme dépassa son service au combat pour opérer un changement fondamental dans la pensée américaine sur l'efficacité militaire. La Grease Gun prouva que l'innovation paraît souvent laide, aux yeux entraînés à la beauté conventionnelle, que les solutions révolutionnaires violent fréquemment les attentes établies et que la véritable efficacité militaire provient d'armes qui fonctionnent quand tout le reste échoue, plutôt que d'armes qui impressionnent lors de démonstrations en temps de paix. Le dernier chapitre de l'histoire du M3 révéla une vérité profonde sur le caractère et les capacités américains, la nation qui avait d'abord rejeté le dessein de Hyde parce qu'il semblait grossier, finit par l'adopter parce qu'il fonctionnait de façon fiable. Les préjugés esthétiques qui avaient failli tuer le programme cédèrent devant la reconnaissance pragmatique d'une supériorité technique. L'arme laide, jadis, jugée indigne des soldats américains, devint la mitraillette la plus fiable de leur arsenal. Pour les GI qui portèrent des M3 à travers 3 guerres, l'apparence de l'arme devint insignifiante. Face à sa fiabilité, ils apprirent que la beauté pour l'équipement militaire ne réside ni dans les surfaces polies, ni dans l'artisanat traditionnel, mais dans la constance du fonctionnement quand des vies sont en jeu. Le design utilitaire de la Grease Gun représentait l'ingéniosité américaine à son meilleur, la capacité d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel tout en préservant tout ce qui compte. Au bout du compte, l'arme laide de George Hyde apprit à l'Amérique que la solution la plus belle est celle qui fonctionne quand tout le reste échoue. Le principe qu'il établit par une ingénierie patiente et une validation sur le champ de bataille devint une pierre angulaire de la doctrine militaire américaine. L'efficacité, pas l'apparence, détermine la vraie valeur. La M3 Grease Gun prouva que parfois l'acte le plus révolutionnaire consiste à concevoir quelque chose d'assez simple pour fonctionner parfaitement à chaque fois quand cela compte.